Attention, on y va. Let's go. La matinale Tocsin. 7h30, 9h30, Clémence Oudiakova. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Tocsin. Alors cette semaine, c'est le format exceptionnel avec des entretiens exceptionnels où on essaye d'aborder des sujets de fond. Il y a quelques années, c'était les gilets jaunes, aujourd'hui les routiers, les taxis, les agriculteurs, autant de mouvements qui éclatent et contestent le système. Alors aujourd'hui, nous recevons un historien, spécialiste de l'histoire politique, afin d'analyser les différentes révoltes au prisme de l'histoire. C'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui, c'est parti. La matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Il y a 90 ans, le 6 février 1934, une violente manifestation éclate à Paris. La manifestation tourne à l'émeute place de la Concorde, la police tire, le bilan est terrible, plus de 1000 blessés, 19 morts dont un chez les forces de l'ordre. C'est l'une des manifestations les plus sanglantes de la Troisième République. En arrière-plan, on a une crise économique qui dure depuis 1931, des problèmes sociaux et des contestations, telles que des protestations sociales et agricoles, le sentiment aussi d'être écrasé par les taxes, un gouvernement qui n'arrive pas à sortir de la crise, de la corruption. L'affaire Stavisky éclate et c'est un scandale politico-financier qui éclabousse le gouvernement. Un de plus, plusieurs ministres sont impliqués et cela devient l'élément de cristallisation. Une campagne de presse violemment anti-parlementaire, anti-républicaine même, contribue à attiser l'indignation générale. Alors le 6 février est une date connue dans les manuels d'histoire. On évoque le jour où la République a vacillé, mais c'est surtout la mémoire de cet événement qui marque l'histoire. 90 ans après, qu'en reste-t-il ? Quelles leçons en tirer ? Pour étudier cela, nous recevons Olivier Dard. Olivier Dard, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur à la Sorbonne, spécialiste d'histoire politique. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, notamment sur les années 30, les figures et les mouvements politiques. Vous êtes l'auteur, entre autres, d'un dictionnaire des populismes, co-dirigé avec Frédéric Rouvillois et Christophe Boutin aux éditions du CERF. Et votre dernier ouvrage, qui sera notre point d'entrée dans le sujet, c'est Février 34, l'affrontement, co-dirigé par Jean-Philippe... Jean-Philippe Hay, coécrit avec Jean-Philippe pardon. Hay. Voilà, Coécrit collectif, avec Jean-Philippe Hay aux éditions Fayard. Alors, on connaît la date du 6 février, mais ce que vous montrez dans votre ouvrage, c'est que l'affrontement de février 34 s'étale en réalité sur plus d'une journée. Rapidement, pouvez-vous reconstituer le contexte social et politique ? Alors, le contexte social et politique, vous avez commencé à le rappeler dans votre présentation, c'est-à-dire que février 1934 est incompréhensible sans avoir à l'esprit et en toile de fond tous les troubles, tout le malaise qui existe en France depuis l'hiver 1932-1933. Et effectivement, il y a des révoltes antifiscales, il y a des mobilisations paysannes, il y a le rejet des élites politiques en place, réputées ne pas régler la question de la crise. Il y a une mobilisation des ligues nationales et nationalistes qui, avec l'Action française, les Jeunesses patriotes, les Croix de Feu, prend de l'importance, les anciens combattants que l'on voit aussi arriver. Et donc, à l'automne et à l'hiver 1933, je dirais que l'atmosphère est déjà pesante pour le gouvernement radical de cette Troisième République, le gouvernement de Camille Chautemps. Simplement, si l'atmosphère est déjà pesante, c'est bien l'affaire Stavisky qui éclate à l'hiver 1933 qui va mettre le feu aux poudres. Alors pourquoi, justement, est-ce que ce 6 février arrive ? Alors, il arrive, je le disais, à la suite effectivement de ce malaise. Il arrive aussi à la suite de cette affaire Stavisky. Donc elle éclate en décembre 1933. C'est une affaire de corruption qui met en jeu en particulier les compromissions de cet escroc assez fascinant d'ailleurs qui est Alexandre Stavisky, avec toute une série d'acteurs politiques, administratifs, judiciaires. Il a tissé une véritable toile depuis plusieurs années. Simplement, parmi ces multiples activités, il y a entre autres la mise sur pied du Crédit municipal de Bayonne. Ce Crédit municipal de Bayonne qui au départ fonctionnait bien avec l'appui du maire radical Garat,
est en grande difficulté financière à l'hiver 1933. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle familièrement une pyramide de Ponzi, à savoir que Stavisky a réussi à faire souscrire, avec l'appui d'un certain nombre évidemment de décideurs locaux et nationaux, des épargnants à ces bons d'assurance, ou ces bons divers et variés d'ailleurs, et il payait les intérêts avec le capital qui rentrait dans l'opération, sauf qu'avec la crise économique, le capital rentre de moins en moins, que Stavisky ne peut plus payer et que dans ces conditions, on va droit vers la faillite. Et cette faillite n'est pas une faillite isolée, car l'affaire Stavisky démarre avec, comme élément majeur, la mise en cause de ce personnage, des liens qu'il a su tisser avec les élites en place, et à l'orée de l'année 1934, pour le coup, les journaux, et notamment l'Action française, ont très bien flairé, le bon coup. Stavisky va être une affaire qui peut, sinon faire tomber le régime, du moins l'ébranler, comme ont pu le faire en leur temps des affaires comme Panama, Rochette, etc. Et dans le cas de Stavisky, ce qui va encore plus, accentuer ce phénomène de dégoût, c'est le fait que Stavisky, le 8 janvier 1934, alors il avait été mis en cause, il avait quitté Paris, il avait fui, pour dire les choses clairement, et bien Stavisky est retrouvé mort dans un chalet de Chamonix le 8 janvier 1934. Il s'est suicidé, c'est à peu près certain, mais personne ne veut y croire, et dans ces conditions, tout le mois de janvier 1934 est dominé par cette affaire Stavisky. La presse s'en empare, les ligues défilent dans la rue, le gouvernement mené par Chautemps refuse de créer une commission d'enquête parlementaire, et donc on va effectivement vers un affrontement quasi inéluctable, jusqu'au moment où le 27 janvier, Chautemps finit par démissionner, mais ça n'empêche pas le soir du 27 janvier l'existence d'une manifestation déjà assez violente à Paris, menée par Action française, mais une manifestation qui prend le relais de celle du mois de janvier, mais une manifestation qui est quand même un peu plus originale, parce que d'abord, elle agrège au personnel des ligues d'autres individus, y compris des gens qui ne sont pas encartés dans un mouvement et qui vont décider de protester face à la corruption. Donc les ligues sont en train d'étendre, leur audience au-delà de leurs militants traditionnels. Et puis cette manifestation du 27 janvier, elle est intéressante parce qu'elle est particulièrement violente, plus violente que les précédentes. Les forces de l'ordre sont très directement prises à partie. On commence à déceler des arceaux de fonte, donc ça commence à être quand même compliqué. Les forces de l'ordre sont mises en cause. Alors, on a une montée de ces tensions qui prédominent tous les mois précédant le 6 février. Il y a aussi, vous l'avez dit, une dynamique anti-parlementaire qui est agitée notamment par l'Action française. Alors, qui est agitée par l'Action française, bien sûr, mais dans l'anti-parlementarisme, à l'Action française, c'est une raison d'être. La détestation de la gueuse, du Parlement, des députés, l'Action française est sur son terrain. Ce qui est plus intéressant ici, c'est que cet anti-parlementarisme, qui est quand même lui aussi une tradition française, depuis le boulangisme des années 1880, là prend un relief tout à fait particulier parce que on mesure, notamment à Paris, on a toute une série d'informations sur le sujet, on mesure à quel point cet antiparlementarisme est fort. Pour prendre une anecdote, mais qui est assez significative, lorsque les Parisiennes et les Parisiens vont au cinéma, à l'époque, et c'est la grande activité, il y a des salles de milliers de spectateurs au Gaumont Opéra et ailleurs, vous avez quand des films d'actualité passent et qu'on voit les dirigeants politiques, la Chambre des députés, etc., immédiatement, c'est une immense bronca qui monte du public, au point que les autorités commencent à demander qu'on retire un certain nombre de ces documents d'actualité. C'est quasiment, des sondages en direct. Pendant ce temps-là, vous avez des cafés qui ne veulent pas servir les députés, les taxis dont vous parliez qui se mobilisent. Donc vous avez une effervescence antiparlementaire qui est en train, en janvier 1934, de déborder. Je crois que c'est très important de le comprendre, le monde des ligues, des antiparlementaires ou des antiparlementaristes plutôt traditionnels.
Et puis dans ces ligues, il n'y a pas que l'Action française. Non, il y a des Jeunesses patriotes de Pierre Tétinger. Alors, les Jeunesses patriotes sont à la fois une nouvelle ligue et une ancienne ligue. Nouvelle ligue parce qu'elle est créée au début des années 20 par Pierre Tétinger, qui est une figure politique très importante, qui avait d'ailleurs beaucoup travaillé, mon co-auteur, Jean Philippet. Tétinger, il est élu député, il est proche d'André Tardieu, c'est un homme politique qui compte, mais qui est à la tête de ces Jeunesses patriotes, qui sont à la fois, je le disais, une organisation récente, mais aussi qui a tout un héritage, puisqu'elle est l'héritière de la célèbre Ligue des Patriotes, créée dans les années 1880 par le poète Paul Déroulède, et dont Maurice Barrès fut le président à partir de 1914. Donc Action française, Jeunesse patriote, il y a la Solidarité française aussi, bien sûr, mais qui est une ligue sans doute moins importante que les deux précédentes, parce qu'il faut surtout insister sur le rôle des Croix de Feu. Alors les Croix de Feu du lieutenant-colonel de la Roque, c'est une organisation plus hybride, à savoir que la Roque refuse évidemment de voir qualifier son mouvement de ligue, alors que l'Action française et les JP s'autodéfinissent ainsi, parce qu'il insiste, lui, la Roque, sur le fait que, effectivement, historiquement, les Croix de Feu, c'est un mouvement d'anciens combattants, et même un mouvement d'anciens combattants d'élite, puisque pour y adhérer, il fallait avoir été effectivement particulièrement décoré, mais la Roque, quand il a pris la direction des Croix de Feu, et c'est pas lui qui les a fondés, au début des années 30, a voulu absolument donner à ce mouvement une épaisseur militante, et il a donc mis sur pied les fils et les filles de Croix de Feu. C'est ce qu'on a appelé une forme de regroupement national, et ce regroupement national, donc, dont les Croix de Feu sont évidemment la colonne vertébrale, il compte en 1934, en janvier 1934, autour de 100 000 adhérents. On est loin des 600 000 de 1936 pour les Croix de Feu, mais on est quand même à 100 000 adhérents. C'est évidemment une force qui compte et qui, dans les journées de février, va jouer un rôle très important. Et pourtant, le coup d'État n'aura pas lieu. Ah, ça, c'est sûr. Nous sommes d'accord. Après le 6 février, quelle place restera-t-il pour justement cette remise en question de la République, cet antiparlementarisme dans la rue en tant que... Alors, je crois qu'il faut quand même peut-être dire pourquoi ce coup d'État n'a pas eu lieu, quand même, en quelques mots. Ça me paraît important. Si vous voulez, le 6 février, il faut bien le saisir pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour une manifestation qui, effectivement, se transforme en émeute place de la Concorde, vous l'avez dit, avec 19 morts, sachant que les ligues, pour leur part, défilaient non pas rive droite, là où est la Concorde, mais rive gauche. Et si on arrive à une telle quantité de morts, le 6 février 1934, place de la Concorde, ce n'est pas tellement, et du moins pas uniquement, à cause de l'agressivité des ligues, parce qu'on le sait, on le montre dans notre livre, les ligueurs ne sont pas armés, ce sont les forces de l'ordre qui tirent sur les manifestants, parce qu'elles-mêmes, elles sont chargées et elles paniquent de protéger le pont de la Concorde. De ce point de vue, le dispositif de maintien de l'ordre est véritablement à critiquer. Il a été ce qu'il a été, mais il faut rappeler que le préfet de police qui était en place a été sanctionné, muté le 3 février, donc 3 jours avant que c'est un nouveau préfet de police qui arrive. Bon, voilà, tout ça fait que nous avons effectivement un drame national le 6 février 1934. Le gouvernement Daladier est investi. Il y a 19 morts au cours de la soirée. Effectivement, pour les tenants de la République parlementaire, c'est une tentative de coup d'État fasciste. Il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de fascisme français à ce moment-là. Mais en revanche, il y a un immense gâchis. Et pour les ligues, c'est quand même un échec effectivement cuisant, même si, évidemment, à l'époque, elles ne le considèrent pas comme tel. Voilà, alors juste pour resituer pour nos auditeurs, s'il y a justement tout ce grabuge de place de la Concorde, c'est parce que les policiers protègent en réalité l'Assemblée nationale, dans laquelle le Daladier est en train de demander la confiance de son nouveau gouvernement. Oui, absolument, mais en même temps, si vous voulez que les forces de l'ordre protègent la Chambre des députés, ça paraît logique. Ce qui est, si vous voulez, tout à fait aberrant, et je ne vais pas revenir sur le détail du maintien de l'ordre, mais on propose aux lecteurs que ça intéresserait des cartes assez précises sur l'état du dispositif policier, c'est qu'en réalité, cette place de la Concorde, finalement, elle met un dispositif de maintien de l'ordre sur le pont
Tout le reste de la place peut être occupé par les manifestants et c'est ce qui s'est effectivement passé. Pourquoi il y a 4 morts à 19h30 ? C'est parce qu'un groupe de jeunes gens se précipite vers le service d'ordre et que ces gens tirent. Mais en réalité, ils sont eux-mêmes, ces forces de l'ordre, presque acculés sur cette Chambre des députés. Et toute leur difficulté va être, tout au long de la soirée et même de la nuit, de reconquérir cette place de la Concorde. Et de ce point de vue, ça a effectivement pris du temps, ça a fait beaucoup de morts et des blessés. Mais on peut quand même se demander pourquoi finalement cette place de la Concorde elle n'avait pas été tout simplement fermée par un certain nombre de barrages pour éviter évidemment cette situation. Oui, et ne serait-ce que par les métros qui Les également toujours ouverts. métros, les voitures continuent de circuler, les anciens combattants, les colonnes d'anciens combattants passent et repassent place de la Concorde, parce que quand ils remontent effectivement vers la rue Royale ou vers les boulevards, ils se retrouvent bloqués, donc ils redescendent. Bon, je ne vais pas faire tout le récit de cette soirée, mais c'est quand même quelque chose de tout à fait saisissant. Et ce 6 février, ça marque un échec pour les ligues et particulièrement pour l'Action française. Il y aura un avant et un après. Ça marque un échec pour les ligues. C'est-à-dire que pour leurs adversaires, soyons clairs, c'est une tentative de coup d'État fasciste. Les ligues auraient tenté de prendre le pouvoir. Les ligues, elles, quand elles se réveillent, ou quand leurs dirigeants se réveillent le 7 février au matin, que disent-ils, comme l'Action française, vous en parliez, après les voleurs, les assassins, les ligues vont revendiquer un certain nombre de morts, donc vont affirmer effectivement leur importance au soir du 6 février. Sauf que, effectivement, elles revendiquent un certain nombre de morts, mais ce que nous montrons quand même en retravaillant, en ayant travaillé sur la biographie des morts revendiqués, c'est que nous ne sommes pas en présence de ligueurs de premier plan. D'ailleurs, certains ne sont même pas à jour de cotisation dans les ligues qui revendiquent leur appartenance. Donc à partir de là, vous avez en réalité des ligues qui ont mené pendant tout le mois de janvier, et restons sur l'Action française, des campagnes de presse particulièrement violentes, mobilisées dans la rue, pour arriver à une situation le 6 février où rien n'avait été véritablement préparé, et surtout pas entre elles, parce que Laroque, lui, n'avait aucune envie de prendre le pouvoir par la force, il intimidait tout simplement le Parlement. Et le résultat, c'est que finalement, ces ligues qui se présentent comme des organisations défendant l'ordre se retrouvent actrices du désordre et elles ont dorénavant une image déplorable, elles vont être accusées de fascisme, c'est pas si nouveau que ça, mais là, l'antifascisme va reprendre et se développer avec une des conséquences très importantes de février 34, du 6, c'est la montée du 6 et du 7 d'ailleurs, c'est la montée en puissance des gauches ou la remontée des gauches à l'échelle parisienne, mais aussi de la banlieue et de la province. Les ligues, finalement, se retrouvent, elles qui contrôlaient la rue, se retrouvent progressivement, je ne dis pas écartées de la rue, mais beaucoup moins, elles ne sont plus du tout en position de monopole, c'est les gauches qui investissent la rue. Justement, vous l'avez dit, le 6 février est présenté par les gauches comme une tentative de coup d'État fasciste. C'est aussi presque la manière dont c'est présenté désormais dans les livres d'histoire au collège. Mais en réalité, ce qui compte dans le 6 février, c'est surtout sa mémoire, à gauche comme à droite, qui va être structurante. Oui, alors simplement quand même par rapport au manuel scolaire, je rappelle que Serge Bernstein, en 1975, c'est-à-dire c'était le dernier livre universitaire sur le sujet, déjà ancien bien sûr, mais Serge Bernstein avait très bien montré dans le petit volume de la collection Archives qu'il n'était pas question d'un coup d'État fasciste de la part des ligues. Ça, c'est le discours qu'effectivement tient Daladier, pour des raisons évidemment qui se comprennent. Et ce qui est très intéressant, et ça permet d'enchaîner sur votre question, c'est l'importance des enjeux mémoriels. C'est-à-dire que nous sommes efforcés avec Jean Philippet de reconstituer au plus près ce qui s'est passé avant le 6, le 7, le 9, le 12, avec tous les détails, j'allais dire, possibles, y compris nos problèmes des morts, des blessés, des manifestants, etc. Mais les mémoires ont été effectivement très importantes. À gauche, on vient d'en parler, mais aussi à droite. Alors à droite, c'est plus délicat parce que c'est plutôt une mémoire de vaincu. C'est une mémoire de vaincu, c'est l'idée que finalement ce sont les braves gens qui auraient été, confrontés à des forces de l'ordre, qui leur auraient tiré dessus. L'Action française va expliquer que le 6 février c'est un complot policier voulu par les autorités. Bon, restons sérieux, quel était l'intérêt de Daladier d'avoir 19 morts le lendemain d'une investiture qui pour lui ne posait pas de problème? Bon, en réalité, on en revient à ce que je vous disais il y a quelques minutes, la question du maintien de l'ordre et des déficits du maintien de l'ordre est un élément tout à fait structurant
dans le drame qui s'est produit ce soir-là, même si par la suite d'ailleurs, faut bien comprendre qu'on est à une époque où la violence est quand même différente de celle d'aujourd'hui. La séquence de février 34, c'est 30 morts, si on additionne tous les morts de toutes les manifestations. Vous écrivez dans votre ouvrage « Février 1934 parle sans doute davantage à la France d'aujourd'hui qu'il ne l'aurait fait à celle d'un passé proche ». 90 ans après les événements, quelles sont les similitudes, les parallèles avec les situations de février 2024, par exemple ? Alors, il faut, et vous le savez bien, pour avoir fait des études d'histoire, il faut toujours se méfier en histoire du danger d'anachronisme et des réductions un petit peu faciles. Bon, cela étant, sans véritablement vouloir forcer le parallèle, il y a des éléments de différence évidemment évidents entre la France des années 30 et celle d'aujourd'hui, mais il y a quelques éléments de similitude sur lesquels je voudrais effectivement attirer votre attention. Premier élément important, premier élément de similitude, c'est finalement une situation un peu comparable quant aux relations très dégradées entre la société française et sa classe politique. À cet égard, que ce soit en 1934 ou que ce soit aujourd'hui, vous avez de larges secteurs de la population qui finalement regardent avec énormément de défiance la société politique, les acteurs politiques et même les élus, ce qui est quand même une nouveauté ces dernières années, voire un retour de l'antiparlementarisme et même des agressions contre les parlementaires, des agressions contre des maires, c'est quand même là pour le coup très inquiétant. Et pour le coup, on n'avait pas l'équivalent en 1934. En 1934, ça se polarisait véritablement sur les parlementaires parce que le Parlement était effectivement le cœur du pouvoir. Sous la Ve République, évidemment, c'est tout à fait différent, mais on le voit bien ces dernières années, avec effectivement l'absence de majorité pour le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, eh bien le Parlement a repris ou est censé reprendre de l'importance et l'antiparlementarisme est revenu. Autre élément intéressant, autre élément de convergence, eh bien, vous l'énumériez dans votre propos introductif, c'est effectivement l'existence de mouvements. Alors de mouvements catégoriels, effectivement différents, mais si on pense au mois de janvier 2024, effectivement, on a eu des éléments du côté des taxis, on a eu la question agricole. Ces paysans qui sont venus à Paris pour aller à l'Assemblée, ils ne sont pas allés jusqu'à la Concorde, mais ils ont voulu quand même venir à l'Assemblée. C'est quand même de ce point de vue-là tout à fait intéressant. Et la possibilité finalement, ou la crainte d'un embrasement à la suite ou à travers la coalescence de colère. J'ajouterais, et troisième élément, c'est effectivement la question ou le parallèle qu'on pourrait faire avec l'histoire des Gilets jaunes de 2017-2018. Alors, attention, le 34, c'est pas les Gilets jaunes parce qu'il y a les ligues, et dans les Gilets jaunes, il n'y a pas de ligue. Simplement, j'insisterai sur un point, sur la sociologie des manifestants du 6 février, qui n'est pas exactement, de la Concorde, j'entends, qui n'est pas exactement celle des ligues. C'est des classes moyennes inférieures, la sociologie ligueuse est issue de milieux plus aisés. Et de ce point de vue, le parallèle que l'on pourrait faire, ce serait quand même l'idée qu'il y a dans les deux cas, et quand on regarde à la fois les manifestations, les mobilisations des Gilets jaunes, quand on regarde un certain nombre de manifestants du 6 février, c'est une espèce de fureur impuissante, en quelque sorte, face à une classe politique détestée, sans que puisse lui être opposée une alternative politique. Parce que la sortie du 6 février, elle a débouché sur une alternative politique qui s'est trouvée à l'intérieur du Parlement, de la part du centre-droit, qui a ramené au pouvoir Gaston Doumergue, une figure absolument incontestable de la Troisième République, comme il l'avait fait d'ailleurs en 1926 pour ramener Poincaré contre les radicaux. Donc de ce point de vue, 1934 n'est pas sans précédent, vu des parlementaires. En revanche, évidemment, la différence entre 1926 et 1934, c'est le nombre de morts sur le pavé, les blessés, la violence, etc. Et puis, dernier point, quand même, on parlait de la violence policière. On l'a vu, effectivement, ces dernières années, et on l'a revu, j'en ai parlé à propos de février 34. Et puis on a une contestation aussi qui se bâtit dans l'opposition du peuple et des élites, vous l'avez dit, avec cette absence de... Oui, bien sûr. Une opposition entre peuple et élite. Et le sentiment
de ne pas être représentés. Il y a, j'allais dire, une crise de la représentation. Alors, simplement, chez les manifestants de février et dans la mobilisation de février, il y a quand même, et c'est ce que va essayer de mettre sur pied Gaston Doumergue, sans y parvenir, parce que les radicaux d'un côté, toute une partie des droites vont s'y opposer, mais il y a l'idée d'essayer de mettre sur pied une réforme de l'État. Bon, et les projets en matière de réforme de l'État sont nombreux. Finalement, un est retenu, il ne passe pas à la rampe parlementaire. Mais il y a une volonté, malgré tout, de sortie politique, une fois que le gouvernement est formé. Il y a aussi, et c'est quand même une grande différence par rapport à aujourd'hui, même s'il y a le 6 février au soir un certain nombre de manifestants présents sur la place qui ne sont pas membres d'organisations, il y a tout de même, à cette époque, des organisations qui structurent, qui encadrent ces protestations, les ligues, et pas seulement les ligues nationalistes, la Ligue des contribuables, etc., et surtout les organisations d'anciens combattants. Aujourd'hui, ce qui était très frappant avec les Gilets jaunes, c'est l'absence complète d'organisation. Et on a pu voir d'ailleurs toute la différence entre les Gilets jaunes d'un côté et les organisations paysannes de l'autre il y a quelques semaines, avec des organisations qui donnent des consignes qui sont suivies par des militants qui viennent, avancent, reculent en fonction d'un agenda qui a été fixé. Ce qui d'ailleurs permet aux autorités politiques d'avoir des interlocuteurs. Sinon, c'est encore plus délicat. Alors, est-ce qu'on pourrait replacer ce 6 février 34 dans une histoire plus générale des révoltes ? Alors, oui, c'est ce que certains avaient d'ailleurs essayé de faire à propos des Gilets jaunes, en repartant aux révoltes d'Ancien Régime, donc les va-nu-pieds, et puis comme ça on pourra arriver jusqu'aux Gilets jaunes. Je crois que le 6 février 1934, il est, si on veut le replacer dans une histoire au fond des protestations, il est inséparable d'un phénomène qui est le phénomène ligueur, c'est-à-dire cette constitution des ligues, et notamment des ligues nationales et nationalistes, qu'on observe dans les années 1880 avec le boulangisme, qu'on va retrouver évidemment au moment de l'affaire Dreyfus. Dès qu'il y a crise de la République, le mouvement ligueur reprend de la vigueur, que l'on va retrouver évidemment durant les années 1920 contre le cartel des gauches, et de ce point de vue, 1932-1934, c'est le cartel des gauches au pouvoir. Je rappelle que le cartel des gauches, c'est un gouvernement radical appuyé par des socialistes, mais qui ne participent pas au gouvernement. Donc il y a, de ce point de vue, des éléments de continuité. Et autre élément de continuité évidemment important, c'est le fait que ces ligues, historiquement, sont en quelque sorte chargées. Ce sont des groupes de pression qui sont effectivement chargés de porter un certain nombre d'intérêts politiques ou catégoriels, etc. Le problème, c'est que dans les années 30, et ça va être aussi une conséquence très importante du 6 février, ce modèle ligueur, c'est la première fois d'ailleurs qu'il y avait une protestation aussi vive et plus encore une répression de ce type, que les ligues, encore une fois, n'ont pas vu venir. Ça, je crois que c'est très important. La vraie manifestation ligueuse, c'est celle du 27 janvier. Le 6 février, elles sont présentes. Je ne dis pas qu'elles ne le sont pas, évidemment, place de la Concorde, mais leurs états-majors, comme je l'expliquais, sont de l'autre côté. Il n'y a pas de coordination entre les uns et les autres. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que finalement, cette mobilisation de 1934, elle va, pour un certain nombre de dirigeants des ligues, et notamment pour un homme comme le colonel de Larocque, était un geste et poser la question aussi pour les jeunesses patriotes, poser très clairement la question de la pérennité du modèle. À quoi ça sert d'avoir une ligue ? Vu des ligues, le bilan, c'est les morts, les blessés, le fait que la rue ne permettra jamais la prise du pouvoir. Certains, ils n'ont pas essayé d'ailleurs, pour des raisons évidentes, de la part de Larocque bien sûr. Et que va décider finalement Larocque ? De jouer la carte légaliste, de construire une véritable organisation de masse et, par conséquent, d'envisager la transformation d'une ligue en parti. C'est chez Larocque, le Parti social français, je rappelle, plus d'1,1 million membres avant la guerre. C'est-à-dire que c'est le plus gros parti de masse que la France ait jamais connu.
parti de masse, conservateur, voilà, catholique social, enfin voilà. Et ça, c'est quand même un élément très important. Les années 30, souvent, sont considérées comme des années de crise, des années de décadence, des années de déclin, etc. Elles le sont pour une part, c'est incontestable. Mais elles signifient aussi, du point de vue de la vie politique française, et ça, évidemment, les contemporains ne s'en rendent pas forcément compte, mais l'historien, lui, peut s'en rendre compte davantage, ce sont aussi des années de modernisation, et notamment de modernisation politique, avec la naissance de partis de masse, et effectivement, et l'effondrement de ces ligues, que le Front populaire a interdites en 1936, mais en réalité, l'interdiction ne change pas grand-chose, en ce sens que l'Action française négligeait la Ligue, et quant aux deux autres, les Jeunesses patriotes et les Croix de Feu, elles aspiraient déjà, les Jeunesses patriotes avaient déjà commencé à se transformer en parti politique. Donc, on est passé à une autre étape. Exactement. Et justement, même du point de vue du recul des ligues, il va y avoir également une déception de la part de certains militants d'Action française qui pensaient que ce serait le moment d'un du possible grand soir, coup de force. bien sûr, bien sûr. Exactement. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que, si vous voulez, votre question est très pertinente, c'est-à-dire qu'il va y avoir une double réaction. D'un côté, je dirais que c'est la majorité. C'est ce que veulent d'ailleurs ces dirigeants. Larocque, Tétinger, etc. C'est finalement la transformation des ligues en parti, mais pour d'autres. Et c'est là où arrive la question du fascisme français. Les ligues, c'est un échec. Février 1934, c'est un échec. Pourquoi ? Parce que les chefs ont trahi. Parce que les chefs n'ont pas voulu aller vers l'affrontement direct avec le régime. Et de ce point de vue, ça va nourrir effectivement tout un fascisme français. Alors, un fascisme français qui va se nourrir d'ailleurs de différentes références. La première, c'est cette espèce de rêve sublimé d'un Pierre Drieux-La Rochelle qu'il raconte dans Gilles. Parce que n'oublions pas que le 6 février 1934, il y avait des communistes aussi à la Concorde, des anciens combattants communistes et puis des militants présents. Eh bien, c'est l'idée qu'on va, à travers le souvenir de cette manifestation, sublimer cette alliance, le peuple, la nation, les communistes et les nationalistes, pour créer un fascisme français. Ça, c'est un premier volet. Et puis, il va y en avoir quand même un deuxième, qui est inséparable d'ailleurs. C'est le fait qu'un certain nombre de militants, et j'allais dire les plus radicaux de toutes les ligues, donc de l'Action française, Filleul, Deloncle, des Croix de Feu, Pozzo di Borgo, un peu moins les JP, vont carrément, entre 1936 et 1937, mettre sur pied une organisation terroriste qui va s'appeler la Cagoule, qui a perpétré quelques assassinats politiques, les frères Rosselli, Navachine, etc., qui a réussi à accumuler un stock d'armes sans véritablement s'en servir. C'est tout un débat d'ailleurs intéressant à avoir là-dessus, mais qui montre bien que il y a au sein de ces anciens ligueurs déçus une tendance activiste. Et là, il commence à regarder effectivement d'un peu plus près encore ce qui s'est passé du côté italien, voire même avant la guerre, pour certains du côté allemand, même s'il y a une germanophobie quand même forte dans ce monde des droites nationales et nationalistes. Mais il y a en même temps une fascination pour la force allemande. C'est assez ambivalent. Et puis, vous avez écrit un dictionnaire des populismes. Ici, vous nous parlez aussi de ces anciens communistes qui ont pu, une ligue assez minoritaire, mais qui avaient pu rejoindre le mouvement. On a cette idée, ce fantasme un peu de faire tomber un système contesté. Est-ce que ça peut s'ancrer dans... déjà, qu'est-ce que c'est qu'un populisme ? Et février 1934 peut-il en partager certaines caractéristiques ? Alors, le populisme est d'ailleurs, le populisme, c'est pour ça qu'on a appelé ce dictionnaire le dictionnaire des populismes, se décline ou s'analyse plutôt au pluriel plutôt qu'au singulier. C'est tout à fait clair, mais au sein de ce populisme, comme l'avait d'ailleurs montré Pierre-André Taguieff à propos d'ailleurs du Front National à l'époque, il qualifiait le Front National de national-populisme, et de ce point de vue, ces ligues des années 30 peuvent assurément s'inscrire dans une perspective qui serait une perspective nationale populiste. Alors, avec cela étant, quelques éléments quand même de différence par rapport à ce qu'on peut définir justement eu égard au populisme. Le populisme, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il y a bien sûr une déconnexion entre le peuple et les élites, mais que ce peuple doit nécessairement, et je dirais presque par définition, avoir raison face aux élites, cherchant d'ailleurs lui-même ou en lui-même
un acteur, un sauveur, tout ce que vous voulez, qui va être porteur à l'image d'un tribun du peuple, d'un tribun de la plèbe, qui va être porteur des aspirations de ce peuple. Ça fonctionne assez bien pour toute une série de mouvements dans l'histoire contemporaine, et pas seulement en France et en Europe et même en Amérique du Sud. Dans le cas des ligues, c'est un peu plus délicat, car vous avez dans le discours ligueur, que ce soit l'Action française, les Croix de Feu, et même d'ailleurs les Jeunesses patriotes. Alors les Jeunesses patriotes, c'est plus compliqué, parce qu'il y a un héritage bonapartiste. Mais chez les Croix de Feu ou chez l'Action française, vous avez quand même une logique relativement verticale, avec aussi cette idée que le problème, c'est beaucoup moins de sacraliser le peuple que de refaire des élites. C'est pas la même démarche. C'est pas la même démarche. Cela étant, là où c'est intéressant par rapport à la question du populisme, c'est que on constate bien qu'il y a une valorisation chez un certain nombre d'acteurs, effectivement, des années 30, de cette figure du peuple, d'une figure populaire. Et là, vous parliez des communistes. Alors les communistes, ils étaient là en février 1934, les anciens combattants étaient là. Ils étaient là esqualité, ils ne manifestaient pas avec les ligues, sauf qu'à la fin, ils se sont quand même retrouvés, évidemment, sur la même place de la Concorde face à des policiers. Donc c'est un moment assez particulier. Mais du côté communiste, comme d'ailleurs du côté d'un ancien communiste qui joue un rôle important en 1934, qui est Jacques Doriot, et qui va créer le parti pas social justement, populaire français, considéré comme un parti fasciste, mais aussi un parti sans doute aussi de type populiste, car Doriot d'un côté, Thorez de l'autre, prétendent incarner le peuple. Thorez écrit « Fils du peuple », Drieux-La Rochelle écrit, dont je parlais à propos de Gilles et du 6 février, écrit à propos de Doriot des choses autour de Jacques Doriot, un ouvrier français, etc. On valorise les origines populaires, ce qui n'est pas exactement dans le discours ni de l'Action française, ni des Croix de Feu. C'est pas la même sociologie et c'est pas la même inspiration. Mais, effectivement, de ce point de vue, vous avez dans les années 30 un certain nombre de ferments qu'on retrouve par la suite, qu'on va retrouver dans le poujadisme et sans doute aussi dans le Front National. Est-ce qu'il y a un lien entre, dans les populismes, de manière plus générale, la contestation du système et la remise en question du progrès, de la marche en avant du progrès? Oui et non. Alors là, c'est variable, ça dépend. C'est pour ça que vous avez bien une pluralité de populistes. Vous avez aussi des populistes de gauche qui vont se vouloir, au contraire, des hommes de progrès. Regardez, si on traverse l'Atlantique, si on va au Brésil, vous avez constamment la formule d'Auguste Comte, ordre et progrès. C'est la grande affaire des autorités brésiliennes, mais c'est ce qu'on retrouve aussi mis en avant par celui qui a symbolisé le populisme au Brésil, qui a été Getúlio Vargas. Non, je ne crois pas que l'opposition elle soit spécialement entre le progrès et la conservation. Elle est bien davantage, me semble-t-il, entre finalement cette idée ou l'idée que le salut doit venir du peuple, d'un peuple qui est, grâce à son chef, en mesure d'en finir avec des élites réputées corrompues. Le populisme, ou les dirigeants populistes, veulent mettre à bas un monde pour en créer un nouveau, si vous voulez. Leur logique n'est pas une logique réactionnaire. Il ne s'agit pas de rétablir, par exemple comme pour l'Action française, une monarchie française. Il s'agit au contraire de construire un nouveau régime qui met à bas l'ancien réputé effectivement obsolète, vermoulu, ici la Troisième République puisque c'est ce dont nous parlons, pour justement valoriser, j'allais dire, d'autres énergies, régénérer. La notion de régénération est très importante dans le populisme. Régénérer une société, un peuple évidemment tourné vers son avenir. Oui, mais alors, vous nous dites justement que tous ces mouvements s'ancrent dans des contextes, dans des contextes sociaux difficiles, de crise. Et également dans des moments de réforme, de l'État, de l'économie, d'avancée. Et ce sont ces réformes qui vont générer finalement aussi ces crises. Oui, alors sauf que si vous voulez, dans l'entre-deux-guerres, si on veut regarder la France justement des années 30, les réformes, vous n'en voyez pas beaucoup. Puisqu'en 1932, les radicaux sont justement élus
parce que ils ont défendu un programme où il s'agissait de ne pas faire la réforme de l'État, etc., etc. Donc vous avez effectivement une situation de crise qui naît aussi d'un certain nombre de blocages. Mais là où il faut faire attention aussi par rapport à la question des années 30, et il ne faut jamais l'oublier, c'est la relation entre populisme et fascisme. Au sein des fascismes, et notamment du fascisme italien, vous avez une dimension populiste. Et de ce point de vue, quand on compare les alternatives qui sont celles des années 30, les grands régimes, j'allais dire, autoritaires ou totalitaires, vous avez bien sûr l'Union soviétique, vous avez l'Allemagne nazie, vous avez l'Italie fasciste, n'oublions pas non plus le Portugal de Salazar. Et à cet égard, il est très intéressant de voir que le Portugal de Salazar, par exemple en France, suscite l'intérêt et la sympathie, disons-le clairement, à la fois de l'Action française et du Parti social français. Le petit journal de La Roque publie beaucoup d'articles sur Salazar, les bienfaits du régime, etc. Ça, c'était un élément intéressant parce qu'on voit très bien que ces gens, et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la relation peuple, élite, etc., ne regardent pas vers une régénération qui pourrait venir du peuple, qui pourrait venir d'en bas, avec le rôle d'un chef et d'un dictateur. Si vous regardez effectivement d'autres forces politiques, je parlais du Parti populaire français, là on n'est pas du tout dans une logique de défense du salazarisme comme à l'AF ou comme au Parti social français. On est beaucoup plus dans l'admiration d'un fascisme italien, et là on retrouve effectivement l'exaltation d'un chef réputé, d'origine populaire, etc. etc. C'est Jacques Doriot, l'ouvrier français dont on parlait. Alors, jusqu'à février 34, il y a des mouvements de contestation de système qui s'appuient, on le disait, sur la détestation de la République. Détestation de la République qui va disparaître des revendications anti-système ultérieures. Alors, détestation de la République, je préciserai, République, toute catégorie pour l'Action française, détestation de la République parlementaire pour les autres. C'est-à-dire que de ce point de vue, bien sûr que comme la République parlementaire, ou les défenseurs de la République parlementaire, radicaux en tête, et voire socialistes d'ailleurs à bien des égards, considèrent que la seule République qui vaille, c'est la République parlementaire, il y a une incompréhension, évidemment. Mais il faut bien avoir à l'esprit que le régime, par exemple, de la Ve République, qui est déjà sur le plan des conceptions présents dans les projets de réforme des années 30, il est considéré par les républicains comme un modèle anti-républicain. Donc à partir de là, anti-république, oui, anti-république de principe chez les uns, l'AF, les monarchistes, mais pour les autres, c'est vraiment le rejet de la République parlementaire. Et ça va continuer quand même sous la 4e. C'est vrai que par la suite, évidemment, le régime de la Ve République ne suscite plus du tout ce type de réaction, pendant de longues années. Exactement, et pourtant les antisystèmes d'aujourd'hui, ou les personnes qui se revendiquent comme telles, semblent avoir des points communs dans les ennemis qu'ils ont également. Oui, mais alors là, pour le coup, je vous dirais qu'on est quand même dans un autre contexte. Parce qu'il y a un élément qui est très important, c'est tout le thème de l'Union européenne, etc., qui évidemment n'a aucune raison d'être dans les années 30. Ouais, et justement, c'est ce changement de monde, finalement, et de grille de lecture qui induit aussi ce bien changement sûr, et c'est bien pour ça que, si vous voulez, en histoire, il est toujours fort intéressant de faire des parallèles, d'établir des liens. Mais il faut se garder des anachronismes. Oui, se garder des anachronismes ou des comparaisons faciles. Parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure en parlant des Gilets jaunes de février 34. Bien sûr on a tout à fait le droit de comparer les choses. C'est même plutôt intellectuellement intéressant et assez sain historiquement, parce que il faudrait surtout pas considérer que les mouvements, et notamment de protestation, viennent de rien et qui seraient forcément toujours nouveaux, bien entendu. Il faut se méfier chez les historiens toujours, à la fois du danger de voir toujours des précédents, de ne par conséquent pas forcément assez valoriser la nouveauté, mais l'autre tendance, si vous voulez, qui est tout à fait gênante, c'est de vouloir absolument considérer que tout serait neuf, ou au contraire que, ce que je disais avec la culture de précédent, que les choses se répéteraient. Là, on est dans une logique et dans une étape des populismes qui, effectivement, est dans les mouvements anti-système, comme vous dites, qui obéit à des logiques, pour une part, qui sont bien celles des temps dans lesquels nous vivons. Exactement.
Et puis, pour finir, j'allais dire, on faut le rappeler, en fait, dans la mémoire du 6 février 34, enfin, dans l'après 6 février 34 plutôt, il va y avoir un recul des gauches dans la rue, un recul des droites dans la rue, une oui, arrivée Oui. des gauches qui prennent le pouvoir, et qu'on verra toujours lorsqu'on on réalise qu'aujourd'hui, dans tous les mouvements qui peuvent avoir une essence un peu plus, un peu plus de droite, comme avec le mouvement des artisans ou des agriculteurs, ne sont pas suivis finalement par des ligues qui n'existent plus, qui ont Non, perdu la rue. c'est vrai, mais alors, vous voyez, il y a effectivement, alors si on part sur 34 et ensuite on descend la chronologie, vous avez effectivement des gauches qui reprennent le dessus et qui prennent le dessus d'ailleurs dans la rue, y compris en termes d'occupation, de violence, etc. Dans notre livre, on a repris toutes les mobilisations du printemps 1934 jusqu'à l'été. C'est tout à fait saisissant. Et les ligues ne s'en rendent pas compte, mais en réalité, elles perdent le contrôle de la rue. Et les communistes et les socialistes le retrouvent. Mais n'oubliez pas quand même que par la suite, laissons évidemment la Seconde Guerre mondiale, ses lendemains, mais avec l'épisode poujadiste, alors le poujadisme c'est très compliqué, est-ce que c'est du populisme, est-ce que c'est du national-populisme ? Les communistes au début s'y sont intéressés, mais quand même, ce poujadisme, nous montre bien que vous avez une part d'action directe qui peut être mise en avant avec un certain nombre de mouvements et d'occupation de l'espace. Regardez aujourd'hui les agriculteurs, la capacité qui est la leur à occuper l'espace urbain et à prendre, à travers des mobilisations parfois d'ailleurs violentes, un certain nombre de positions et à mettre les autorités en difficulté. Donc ça, je pense que c'est un élément important. La grande différence, c'est qu'effectivement, si on regarde aujourd'hui les forces politiques qu'on pourrait assimiler, alors là, à des héritières de février 34, pour être tout à fait clair, regardez finalement le Rassemblement national par rapport aux héritiers de ces droites nationales et nationalistes. Quelque part, le RN en est une part d'héritage, le Front national avec Jean-Marie Le Pen davantage, parce que lui était effectivement un héritier des ligues. Il avait rencontré Tétinger dans les années 50, et lui aimait aller dans la rue, manifester, etc. etc. Aujourd'hui, vous avez un rassemblement... même un député poujadiste. Oui, il a même été un député poujadiste en 56, mais là, vous avez effectivement un RN qui joue la carte parlementaire, qui n'occupe pas la rue volontairement. Aurait-il d'ailleurs les moyens de mettre les gens dans la rue ? Ce serait intéressant, parce que ça évite de faire le test, si vous voulez, et de voir qui descend, qui ne descend pas. Mais on est effectivement très très loin de cet héritage ligueur. Et cet héritage ligueur, il est, non seulement les ligues n'existent plus, mais on ne peut pas dire qu'il est véritablement d'héritier. C'est quelque chose qui a très largement disparu. Il y a quelques coups d'éclat ici ou là, et notamment les jeunes d'Action française de temps en temps. Mais c'est quand même très limité à l'échelle, j'allais dire, globale. Et finalement, l'occupation de la rue, la protestation, soit elle est complètement inorganisée, c'est les Gilets jaunes en 2017-2018. Et de ce point de vue-là, ça prouve qu'il y a une potentialité effectivement protestataire, ça c'est intéressant. Ou sinon, ce sont des mouvements catégoriels. Et là, par rapport aux mouvements catégoriels, là, pour le coup, il y a toute une histoire qui peut s'écrire, de ces protestations paysannes, des chemises vertes de Dorgère jusqu'à la coordination rurale. Alors là, il faudrait faire attention là aussi aux anachronismes, mais les mouvements de commerçants et d'artisans, les mouvements de chauffeurs de taxi, on pourrait prendre les chauffeurs routiers, etc. Vous avez des catégories effectivement professionnelles qui... inscrivent leurs actions et leurs revendications et leur occupation de l'espace public, parce que c'est ça qui nous intéresse ici, dans la durée. Mais on est effectivement très loin des ligues, très loin de février 34, parce que les ligues avaient à la fois des revendications catégorielles, mais elles se voulaient aussi porteuses de revendications générales. Ce monde-là, ce mode-là, il est fini. De toute façon, personne ne pense pouvoir prendre le pouvoir uniquement par la rue dans la France de 2024. Bien sûr, et d'ailleurs, plus personne n'oserait critiquer la République. C'est un autre Surtout à débat droite. aussi. Olivier Dard, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, de vous être déplacé dans nos studios. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve demain pour un nouvel entretien exceptionnel. À demain.